Bonjour à toutes et à tous. Gabriel et moi-même allons vous présenter les fondations de la tour F à Abidjan. Alors pour cela, on démarra par une petite présentation du projet avant de parler du système de fondation qui a été défini. Ensuite, on traitera des essais préalables qui ont été menés et les paramètres de dimensionnement retenus. Ensuite, on présentera les calculs d'interaction sur structure qui ont été réalisés dans le cadre des études d'exécution avant de conclure sur le déroulé des travaux. Voilà, donc, le projet est situé dans la ville d'Abidjan qui constitue le centre économique et administratif de la Côte d'Ivoire, avec notamment son quartier du Plateau qui abrite la plupart des administrations du pays et notamment également la présidence de la République. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a dans ce quartier-là 5 tours administratives principales qui avaient été construites dans les années 70-80, les tours A à E. Et dans le cadre d'un projet de redynamisation de l'administration ivoirienne, il a été décidé de réhabiliter ces tours existantes et de construire une nouvelle tour administrative, donc la tour F, qui doit être la plus haute de la région avec près de 400 mètres de haut, que l'on voit ici sur la vue architecturale aux côtés des 5 tours existantes. Pour cela, le client, qui est le ministère de la Construction et de l'Urbanisme de la Côte d'Ivoire, s'est assisté du Bureau national d'études techniques et de développement, le BNET, qui est un organe technique national. L'entreprise en charge du projet, c'est PFO Africa, qui a attribué les travaux à 2 entreprises principalement, donc B6 pour le gros œuvre qui a été assisté par le bureau d'études de Grèche, et donc Spivatinal Fondation pour les fondations de la tour. Donc en plus du bureau d'études interne, l'entreprise s'est appuyée sur l'expertise de Terrasol pour les calculs d'interaction sur structure en particulier. Dans le cadre de ce projet, il y a eu 3 campagnes de reconnaissance qui ont été menées entre 2016 et 2018 qui ont permis d'avoir une idée assez précise du terrain en place. Donc on a surtout du sable, donc plutôt rougeâtre, jaunâtre en tête, assez peu argileux. Et ensuite, en profondeur, c'est des sables moyens et fins, présentant un PL de l'ordre de 4 MPa, avec entre ces différentes couches de sable, ou même au sein même de ces couches, la présence de lentilles argileuses, parfois de puissance parfométrique, qui a été identifiée. Le niveau de la surface du futur radier est situé à peu près 11,50 m par rapport au terrain naturel, et la nappe est à 30 mètres de profondeur. Donc à partir de ces données, de ces paramètres géotechniques et des principales données d'entrée à notre disposition, en particulier l'emprise au sol de la tour, qui a constitué le principal défi, qui est assez réduite, puisque sur la vue architecturale, on a vu que la tour a une forme un peu arrondie au centre, et ensuite au niveau de sa base est assez réduite, donc on a 37 mètres par 32 mètres. Et donc, dans un premier temps, il y a eu un premier principe du système de fondation qui a été défini. Donc l'enjeu a été de trouver un équilibre entre le nombre et la profondeur de ces fondations, en tenant compte des effets de groupe qui s'appliquent. Donc, il a été décidé de réaliser 70 barrettes de 2,80 m par 1,50 m, avec le système de pointe injectée. Donc, qui consiste à intégrer dans la cage d'armature des tubes métalliques en forme de U, accompagné de manchettes en caoutchouc à la base pour permettre de réaliser l'injection. Et ensuite, la phase de dimensionnement un peu plus fin a été réalisée sur la base des descentes de charge finales définies par le bureau d'études structure et l'essai préalable qui a été réalisé. Donc justement pour l'essai, donc quel est l'objectif? Tout d'abord, le problème qui est posé est le suivant. Pour ce type de fondation, donc forêt-boue ou barrette, on sait que la norme impose un abattement de 50% sur le frottement pour des fondations de grande profondeur, donc sur toute la hauteur située au-dessus des 25 derniers mètres de la fondation. Et le deuxième point, c'est le KP, donc le paramètre de pointe, qui est de 1,1 pour ce type de fondation dans des sables intermédiaires. Donc en l'absence de toute amélioration, de toute injection de pointe, les barrettes auraient fait 120 mètres de profondeur à peu près. Donc l'objectif de l'essai, c'était tout d'abord de valider un coefficient de pointe amélioré du fait de l'injection, donc avec une valeur de KP visée de 2,6.
Ensuite, de déterminer les frottements limites qui s'appliquent, et donc voir si l'abattement de 50% du fait du ramonage de l'outil de forage s'applique bien dans notre cas ou pas. Et enfin, de voir l'impact de ces injections sur les frottements sur la partie inférieure des fondations. Donc une fois les objectifs fixés, il a été décidé de réaliser 2 pieux d'essai de 1,50 m de diamètre à 50 mètres de profondeur à partir d'une plateforme située 10 mètres sous le terrain naturel, sur la base du principe de la cellule Osterberg. Donc sur ce principe-là, on intègre en fait un ou plusieurs vérins entre deux plaques d'appui au sein même de la cage d'armature de la fondation. Et en ouvrant le vérin, donc on applique une charge qui permet de mobiliser du frottement sur la partie supérieure et du frottement plus de la pointe sur la partie inférieure de la fondation. Et après, avec toute une série d'instrumentations, on a la possibilité, via des jauges de déformation par exemple, de mesurer les QS, donc les frottements le long du fût de manière assez précise, et d'avoir une idée sur le tassement de la pointe, l'ouverture des vérins et le soulèvement des plaques d'appui. Donc une fois le principe décidé, l'essai a été mené par Fugro, donc a été dimensionné 2 pieux, comme je le disais. Sur le premier, l'objectif était surtout d'atteindre la rupture de la pointe, et donc la cellule a été positionnée à 3 mètres au-dessus de la pointe, avec des jauges de déformation que l'on voit sur la partie supérieure. Et sur le deuxième pieu, l'objectif était surtout d'atteindre la rupture du frottement sur la partie supérieure, et donc la cellule a été positionnée 8 mètres au-dessus de la pointe, avec un niveau de jauge ici, donc sous la cellule, pour avoir une idée un peu plus précise des frottements sur la partie inférieure. Donc ensuite, les pieux d'essai ont été réalisés, comme je vous le disais, c'est à partir d'une plateforme située à 10 mètres de profondeur, et qui constitue également la plateforme des barrettes de l'ouvrage. Donc on voit encore une fois à quel point l'emprise est assez réduite, pour y mettre 70 barrettes. Donc les cages d'armature ont été montées avec les vérins, et également les tubes d'injection que l'on voit ici, donc dans la cage d'armature. Et l'injection de pointe a pu être réalisée via ces tubes en 2 phases. Donc la première consistant à claquer les manchettes à l'eau pour fissurer la faible épaisseur de béton située sous la cage, et ensuite la deuxième phase d'injection à proprement parler. Donc, ensuite, à l'issue de 2 semaines de séchage, l'essai a été mené, donc Gabriel va vous présenter les principaux résultats. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc là, juste pour vous parler un petit peu des résultats et de l'interprétation, sans forcément rentrer dans le détail de comment tout a été fait. Il faut juste savoir que l'interprétation a été menée par les différents intervenants de manière parallèle, et on est tous arrivés à peu près aux mêmes conclusions. Donc pour le premier essai, donc la cellule a été placée à 3 mètres de la base. La charge appliquée était d'environ 2000 tonnes. Et on note un tassement de la pointe d'environ 30 mm. Donc surtout, quand on compare ça aux critères usuels pour dire qu'on a atteint la rupture, donc le fameux diamètre sur 10, on remarque qu'on est très loin, on s'attendrait à avoir 150 mm. Et surtout, on n'observe pas forcément d'amorce de fluage. Donc ce qu'on note, c'est que du coup, on se retrouve quand même assez loin de la rupture pour cet essai-là. Néanmoins, du coup, pour pouvoir interpréter l'essai, on va poser quelques hypothèses, et l'hypothèse retenue a été de dire qu'on considérait cette charge amenée, donc de 2000 tonnes, majorée d'environ 20 à 40%. C'est qui a permis de conclure sur une valeur de KP de 3, qui était à peu près l'objectif. Alors, il faut juste noter qu'il ne s'agit pas forcément d'une valeur de KP proprement dite, mais surtout dans le couple KPPL, qui était de 12, parce que comme on l'avait vu, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la première slide, quand on a présenté le contexte géotechnique, en fait, le 4 MPa il est surtout tenu par le plafonnement de la sonde, et en réalité on peut avoir des valeurs qui sont peut-être un peu plus fortes. Donc en réalité c'est plutôt en couple KPPL de 12, plutôt que forcément une valeur de KP de 3. De plus, on a vu aussi que le tassement de la pointe il a commencé vraiment à être mobilisé à partir d'une valeur de charge d'environ 4000 kN. Et avec le capteur à proximité de la pointe, c'est qu'on a une valeur de frottement sur les 3 derniers mètres d'environ 250 kPa. Donc cette valeur intéressante, on va voir pour la suite, pour déterminer justement cette amélioration du frottement liée aux injections de la pointe à proximité de la base.
Pour le deuxième essai, donc là la cellule avait été placée à 8 mètres de la base. On a toujours la charge obtenue, enfin maximale appliquée de 2000 tonnes, sauf que là, on a bien atteint la rupture de la partie supérieure. L'effort mesuré donc, est de 20 mégatonnes, mais qu'il faut bien imaginer qu'on est en train de mesurer sur la partie supérieure, donc il faut aussi déjauger le poids propre de la colonne de béton. Et à ce moment-là, on a un frottement moyen de 100 kPa, sur toute cette partie supérieure, et qu'il faut voir après pour les valeurs retenues plus localement avec les jauges locales. Pour la partie inférieure, donc sur le dernier 8 mètres, là pour le coup, forcément on n'a pas réussi à vraiment mobiliser la pente, mais ce qu'on a observé, c'est aussi une valeur de QS majorée, là pour ce deuxième essai, à 350 kPa. Pour ces quêtes de valeur retenues finalement, donc les deux essais, ils ont donc permis de valider cette valeur objectif, donc Kp de 3, mais surtout d'un couple KPPL, comme je disais, de 12. On note qu'il n'y a pas forcément une amélioration des valeurs de QS en termes de valeur absolue, donc les valeurs qu'on obtient restent à peu près de la même gamme que celles déterminées par la norme, donc aux alentours de 120 kPa en maximum, mais surtout, on voit qu'en surface, on a une valeur qui est bien plus importante que celle qu'on pourrait obtenir par préconisation normative, et que cet effet de ramonage dont on parlait, il n'a pas forcément été observé dans la même ampleur qu'on pourrait s'attendre. Donc en conclusion, justement, ces essais ils ont permis en quelque sorte de valider l'approche du dimensionnement du départ, et de dire en gros on peut réduire la longueur des barrettes, plutôt que de partir sur des barrettes de 120 mètres, justement, on va limiter cette longueur à environ 60 mètres. Avant de rentrer plus en détail ensuite sur les calculs plus détaillés de l'interaction sur la structure, juste revenir un peu en arrière, en préambule, sur le processus de conception qui a été adopté. En fait, il faut juste rappeler que ça a été vraiment mené en trois étapes ou trois phases. La première phase était vraiment une étape préliminaire dans laquelle on a utilisé des outils plutôt simplifiés pour se fixer un objectif et de se dire, en gros, on a des sols de bonne capacité en profondeur, et on va jouer forcément avec la pente pour réduire la taille des fondations. Donc on a fait un premier calcul d'interaction avec Grech, justement pour voir à peu près où on se situait et se fixer les objectifs pour l'essai. L'étape suivante a été de mener les essais pour valider ces paramètres choisis préalablement, enfin objectifs. Et la troisième était vraiment le calcul, on va dire, de détail, là, purement le calcul d'exécution, disons, dans lequel on a fait les itérations d'une manière plus fine, pour justement affiner le dimensionnement. Donc c'est surtout de cette troisième étape dont je vous parle. Juste pour un rappel, donc, pour ce type de projet, comment est la procédure d'interaction sur la structure, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On a le modèle géotechnique qui est défini, avec les paramètres des sols, PL, EM, les valeurs de dimensionnement des barrettes. Ensuite, on va calculer les raideurs. Donc là, pour le coup, avec prise en compte des effets de groupe, comme vous avez vu, on a une emprise qui est assez réduite, donc on peut s'atteindre à avoir des effets de groupe assez importants. Donc là, l'approche adoptée, c'est l'utilisation d'une courbe d'influence, dont je vous parlais tout à l'heure. Une fois que ces raideurs sont définies, on le fournit au modèle géotechnique, enfin au modèle structure, qui va tourner son calcul et va nous redonner des descentes des charges. Donc on va itérer, la raideur qu'on donne modifie la descente des charges, et la descente des charges modifie la raideur. Donc il y a un processus d'itération à faire, et une fois qu'on atteint la convergence, donc les deux modèles correspondent, et les réponses à la fois structurales et en termes de réaction d'appui ne varient pas entre deux itérations successives, on considère que la convergence est atteinte et on obtient les réactions définitives. À partir de ces réactions définitives, on va ensuite faire le dimensionnement final à la fois de la tour en elle-même, mais aussi des fondations. Juste pour savoir, pour ce projet-là, il a été décidé de placer la coupure entre le modèle géotechnique et le modèle structure au-dessus du radier. Donc on récupérait les réactions d'appui, enfin les réactions à la base des poteaux et des voiles, qu'on introduisait ensuite au-dessus du radier. Donc chez nous, donc au modèle géotechnique, le radier était bien présent, et dans le côté structure, le radier aussi était bien présent. Donc l'avantage d'avoir ces points communs, on va dire, entre les deux modèles, c'est en quelque sorte accélérer le processus de convergence. Pour l'évaluation des raideurs, ça se fait aussi en quelques étapes de calcul. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de tout ça, juste il faut savoir que l'étape numéro 1, c'est la détermination des raideurs unitaires. Donc là, vraiment un comportement isolé, dans lequel on va utiliser les lois qu'on appelle TZ, donc les lois de Franck et Zhao, qui ont été validées par les essais de chargement. Donc on pouvait clairement appliquer ces lois-là dans le cadre du projet. Ensuite, on passe, une fois que cette étape 1 est terminée, on passe à l'étape numéro 2,
dans lequel on fait un calage d'un modèle aux éléments finis 2D, en axe symétrique, de façon à avoir exactement la même réponse locale en termes de la fondation entre les deux modèles. Une fois que ça c'est fait, on va déterminer le tassement en surface au moment où on charge la fondation. C'est ce qu'on appelle justement la courbe d'influence. Une fois que cette courbe d'influence est déterminée, donc c'est ce que vous voyez ici sur vous voyez pas la figure qui est en bas à gauche, qu'est-ce qu'on fait? En gros, c'est tout simplement l'effet de groupe, c'est le cumul de l'influence de l'ensemble des barrettes sur une barrette donnée. Donc au moment où on charge une barrette, elle fait tasser l'ensemble, et l'effet de groupe se fait par un cumul de cet ensemble. Ce qui est important de noter, c'est qu'on voit, une fois qu'on pose des équations, que l'effet de groupe, enfin que la raideur en groupe, dépend de la descente des charges, d'où le besoin de faire ces itérations. Une fois que la descente des charges est modifiée, la raideur est modifiée, et vice-versa. Aussi intéressant dans ce projet, enfin juste pour l'ordre de grandeur, l'effet de groupe ici, représenté à la raideur isolée divisé par 4 environ. C'est quand même un assouplissement qui est assez important. En termes de résultats, donc juste pour dire quelques mots, donc si vous avez les tassements globaux de la tour, donc avec une valeur absolue calculée aux alentours de 14 cm, et des réactions en tête de barrette qui tournaient autour de 6 MPa en comptant dans le B2. En parallèle de ça, puisqu'on fait des calculs qui sont relativement, comme vous voyez, c'est relativement simple, on a aussi fait un modèle 3D de contrôle qui permettait de valider les approches retenues. Donc l'idée étant de dire, une fois que la convergence est finie, ces modèles étaient montés en parallèle pendant les processus d'interaction sur structure, parce que c'est un modèle qui est quand même beaucoup plus lourd d'exploitation, et tout était modélisé en éléments volumiques, et les centres des charges étaient aussi appliqués au-dessus du radier. L'idée étant juste de confronter les deux modèles pour voir si, en termes de procédures de calcul, on se retrouvait très loin ou pas. Et finalement, ce qu'on observe, c'est que les deux modèles convergent d'une manière assez satisfaisante, que ce soit en termes de déplacement, mais aussi en termes de réaction d'appui. C'est qui permet, dans la fin, de valider l'ensemble de l'approche réalisée, et aussi les dimensionnements des barrettes faites. Merci. Donc, à l'issue de la fin des études d'exécution, les travaux ont pu démarrer. Donc le forage et la réalisation des 70 barrettes jusqu'à 64 mètres de profondeur, qui ont été forées donc, sous boue bentonétique à la benne à câble. Les injections de pointe ont été réalisées via une centrale Obermann, et donc les travaux ont duré à peu près 7 mois, comprenant la phase de terrassement post-barrette sur 1,50 m à peu près, et également le recépage des têtes de barrette. Donc ensuite, B6 a pu prendre la main en réalisant donc, le radier de 3,50 m d'épaisseur. Et juste 2 mots sur l'état actuel du projet. Actuellement, B6 est au niveau 47 du noyau et 43 des dalles, ce qui représente un peu plus de 50% de la charge totale qui doit être appliquée sur les barrettes. Et actuellement, les tassements observés sont de l'ordre de 1,5 cm, donc bien inférieur, on va dire, de la moitié des valeurs calculées théoriquement, donc la valeur de 12 à 14 cm qui avait été présentée tout à l'heure par Gabriel, ce qui est plutôt satisfaisant à la fois sur la pertinence des paramètres de dimensionnement qui ont été retenus et également les calculs d'interaction sur structure qui ont été réalisés. Voilà. On vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais pas quelle question sera ici. Oui. François Depardon, vous avez fait des essais sur des pieux circulaires et ensuite vous avez extrapolé des barrettes de façon directe sur les KSKP ou bien avec une certaine règle d'analyse? Non, sur... je ne sais pas s'il faut reprendre le micro ou pas. Et j'ai une deuxième question comme ça. Les 4 MPa, savoir s'il y avait des essais haute pression qui avaient été réalisés ou non. C'est la deuxième question pour voir si le 4 MPa était juste une valeur supérieure, enfin ou inférieure plutôt, ou si c'était des valeurs réellement mesurées. Non, en fait, il y a bien eu des...
les valeurs de 4 MPa avaient bien été mesurées. En fait, le sondage qu'on a utilisé de référence, c'est celui-ci pour dimensionner l'essai, puisque c'était le sondage le plus proche de là où on a réalisé les pieux d'essai. Et donc on voit qu'il y a des valeurs qui sont supérieures à 4, et également ici, donc ça c'est l'ensemble des sondages qui ont été menés. On voit que donc la sonde a pu mesurer des valeurs supérieures à 4 MPa, parfois sur certains essais. Donc la valeur de 4 qui avait été retenue était bien en cohérence, on va dire, avec la réalité du terrain. Pour la première question, donc l'interpellation a été faite de manière directe. En revanche, on a pris certaines précautions, comme sur la valeur de KP, qu'on a retenue à 3. Donc on a retenu la valeur la plus pessimiste, puisque ce qu'on retrouvait, c'était plutôt une valeur située entre 3 et 3,6 avec les calculs théoriques, et donc on a retenu 3. Et pour la partie QS, sur la partie inférieure des fondations, donc le premier essai donnait 250 kPa sur les 3 derniers mètres, et le deuxième 350 sur les 8 derniers mètres. On a retenu en fait uniquement 150, il me semble. Donc justement pour être un peu plus conservatif, pour se prémunir éventuellement d'une différence entre un cercle et un rectangle. Voilà. Même si du point de vue de la norme, on va dire, c'est les mêmes types d'outils qui sont utilisés, donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas modifié de manière catégorique, on va dire, l'interprétation. Bonjour, Mathias Ferreira. Moi j'avais une petite question, je les ai notées. Le type d'injection là dans les sols, on s'attend à un sable plutôt argileux, fermé, un sable ouvert. Voilà, est-ce qu'on a fait de l'IQ ou de l'IRS? Et le maillage finalement des tubes d'injection qui étaient prévus dans les cages de la paroi moulée. Est-ce qu'on peut avoir des infos? Et puis vous avez juste une dernière question. On dit que finalement le comportement de Franck Ezao collait bien au vu des essais. Est-ce que le KT finalement qu'on calcule là dans Franck Ezao, il colle bien par exemple en remontant sur les paramètres de sol du modèle géotechnique? Est-ce que le travail a été fait ou pas? Alors, pour la première question donc, relative aux injections, donc ça c'est le maillage en fait des tubes depuis, donc là c'est une vue depuis le bas des barrettes. Donc on avait 4 tubes par barrette et 3 manchettes par tube. Voilà. Pour le type de coulis, on va dire c'était un coulis de batoier de ciment classique, et l'injection a été réalisée en fait en bloquant la partie supérieure du tube d'un côté et en injectant depuis l'autre en fait. Donc ça permettait ensuite de garantir la mise en pression. Donc c'était de l'aigu, on va dire. Pour Franck Ezao, je te Alors oui, pour l'interprétation avec l'essai, effectivement, ce qui a été fait, c'est qu'on a récupéré les déplacements des deux parties, on va dire, de la fondation à chaque fois. Et on a utilisé tout simplement les lois telles quelles, en appliquant le M, pour voir si on arrivait à recaler le comportement avec l'essai. En fait, par surprise, on va dire, ça collait parfaitement. La seule considération, c'est effectivement quel module de béton il fallait prendre. Parce que là, voilà, comme ici c'était un comportement plutôt court terme, donc on a dû un petit peu jouer avec le module béton. On va dire. Mais à part ça, non, ça correspondait bien. Moi, j'ai une question là, concernant les calculs que vous avez faits. Si vous pouvez revenir à la diapositive que vous avez présentée, tout à fait à la fin, le cas réel, un peu, oui, voilà. Celui-ci. Et après, sur la réalité aujourd'hui, donc, Ici. Voilà, vous dites tassement actuellement mesuré 1,5 cm par rapport à 5 prévus, quoi, on va dire. Alors, bon, bien sûr, c'est sécuritaire pour le chantier, c'est très bien, mais intellectuellement, c'est pas satisfaisant du tout, parce que c'est quand même un écart de 70%. Alors, à votre avis, ça vient de quoi, ça? Est-ce que ça vient de l'effet de groupe qui est mal pris en compte? Est-ce que ça vient des problématiques de dissipation, de problématiques temporelles?
de pression interstitielle qui sont peut-être pas dissipées lors du chargement, enfin des choses comme ça. Vous avez une idée là-dessus pour expliquer cet écart entre un calcul et puis, ou alors, j'ose pas mettre en cause le logiciel TASPLAC, qui bien sûr, qui est bien connu. Oui, oui. Alors justement, pour la première question, la différence, on va dire, entre le tassement actuel et le tassement calculé ou mesuré, l'explication première, c'est effectivement ces paramètres, on va dire, cette notion temporelle entre le paramètre court terme et long terme. En soi, tous les calculs qu'on estime ici, si je remets la petite figure, là ici, ce sont des calculs faits avec des paramètres long terme, donc on considère prise en compte des fluages, juste dissipation, etc. Donc c'est des choses qui vont arriver plus longtemps. Donc, alors que là, effectivement, c'est en cours de phase chantier, donc effectivement, on s'attend avec ces paramètres court terme d'avoir quelque chose de plus réduit. Donc c'est surtout ça. En termes de logiciel, donc c'est pas forcément lié au logiciel, parce que justement, quand on regarde la correspondance entre le 3D, etc., donc c'est pas forcément lié à la méthode de calcul qui est appliquée, mais c'est vraiment cet effet long terme, court terme, entre les chargements actuels et le futur. Si je peux juste ajouter quelque chose, c'est comme je le disais, on a aussi, à l'issue des essais, retenu des paramètres plutôt pessimistes par rapport à la réalité qu'on a pu observer, donc il y a peut-être également de ça. Et quand on donne une valeur de 5 cm, c'est très large, comme le disait Gabriel. Normalement, on n'est pas censé prendre la moitié du tassement total calculé à long terme. C'est juste pour donner un ordre de grandeur. Oui, une question. La nappe étant 20 mètres à peu près en dessous de votre plateforme de travail, est-ce que vous avez eu des pertes de boue dans la foration des barrettes? Non, il n'y a pas eu de perte de boue majeure pendant les travaux. Donc non, on n'a pas eu ce souci. Donc vous avez maintenu le niveau de boue au niveau de la Oui. J'avais une question, moi, sur le temps entre la fin du forage et le bétonnage. Alors, la fin du forage et le bétonnage, c'était de l'ordre d'une journée. En fait, les bétonnages, on les faisait de nuit pour des problématiques de trafic dans la ville, de circulation. Et donc, c'était constamment des bétonnages de nuit quand on finissait le forage le jour. Donc, c'était un délai de moins de 24 heures. Vous avez fait des carottages de fond de panneau, quoi? Oui, il y a eu quelques carottages de réaliser pour voir le contact justement béton-sol avec la présence du coulis injecté. Parce que votre boue, elle se chargeait beaucoup en sable. Là, il y a eu constamment du dessablage, bien évidemment, avant de procéder au bétonnage. Une dernière. Merci. Alors, oui, Louis Carpintero, vous avez défini le critère de rupture à B sur 10, je crois que vous avez dit, 150 mm. Mais C'est le critère usuel qu'on considère pour le chargement d'un pieu. Oui, mais le diamètre des éléments testés faisait quel... En mètre 50. 1m50. Ah, c'était 1,50 m. 1,50 m de diamètre. D'accord. Okay. À quelle profondeur vous êtes arrivé déjà pour les barrettes? À 64 mètres de profondeur. Donc, Vous savez par pas rapport à une plateforme située à 11,50 m. D'accord. Enfin, plateforme à 10 mètres, mais les 64 mètres, c'est sous le... Et le forage a été fait à la benne. Il n'y avait pas de sujet de verticalité? Non, pour des fondations, c'est pas trop le sujet. C'est pas nécessaire. Oui, c'est pas comme les soutènements. Ok. Bon, merci.